Conférence call aujourd'hui sur un sujet un peu brûlant qui est celui des émergents, parce qu'on a vu l'Argentine, la Turquie, l'Afrique du Sud, d'autres encore qui ont vu leur monnaie déraper de manière très significative. Alors ça pose plusieurs types de questions. Questions sur les mécanismes en jeu, c'est-à-dire que on voit un certain nombre de pays en difficulté. Est-ce que c'est une question systémique ou pas? Est-ce que c'est une source d'instabilité forte ou pas? Ce matin, un de mes amis qui travaille à Europe 1, avec qui j'ai écrit un bouquin il y a quelques années, me disait qu'il était à Davos la semaine dernière et qu'il y avait un parallèle terrible entre 1914, 2014, les émergents n'allant pas bien, bref. On rentre dans des situations, des interrogations fortes. On va essayer de démêler un peu tout ça. C'est, à mon avis, un peu plus simple que ça et ça reflète probablement des situations qui ont changé et dans lesquelles plutôt chaque pays émergent doit s'adapter à un environnement qu'il pensait maîtriser, mais qu'il ne maîtrisait pas tant que ça. Donc on reviendra sur ces questions. On parlera aussi de la Banque d'Angleterre, puisque la Banque d'Angleterre a indiqué dans le dernier paragraphe des minutes de sa dernière réunion de politique monétaire que elle mettait explicitement le fait qu'il pourrait y avoir hausse de taux, même si c'était fait dans des conditions particulières, etc. Mais ça fait très longtemps qu'une banque centrale n'a pas écrit dans ces minutes que les taux allaient monter. Donc ayons bien ça en tête. On parlera aussi commençons par ça, par les attentes sur cette semaine, hein, puisque je parlais de politique monétaire. On a cette semaine la réunion de la Fed, aujourd'hui et demain. Dernière réunion de Ben Bernanke en tant que président, hein, puisque dès samedi matin, le président devient une présidente, c'est Janet Yellen qui prend le relais. Et donc, à cette réunion, il est attendu que le mouvement de réduction des achats de la Fed, hein, de 10 milliards décidé en décembre, soit prolongé. C'est-à-dire qu'on est passé de 85 à 75 milliards d'actifs achetés, et bien qu'on passe à 65 à cette réunion. Les conditions américaines ne sont pas franchement désagréables, et donc ce serait une opportunité de continuer le mouvement. Alors, je voudrais juste dire un petit mot, parce que je pense que je vais écrire un papier sur le blog là-dessus, mais juste un mot, parce que hier j'ai fait une vidéo sur le site des Échos, qui n'est pas encore en ligne, mais sur Ben Bernanke. Ils m'ont demandé ce que Bernanke, sa vie, son œuvre, etc. Alors, juste en quelques mots, je l'ai mis ce matin dans l'hebdo, mais voilà, la problématique est, à mon avis, intéressante si juste pour avoir une idée de ce qui a été fait. Je développerai des choses un peu plus longues à l'écrit, mais il me semble que il y a 3-4 choses à retenir de ce qu'il a pu faire pendant ses 2 mandats. En fait, son mandat commence réellement au moment où la crise démarre, hein. C'est ça qui a changé, c'est ça qui nous intéresse. Alors, je reprendrai une mesure très simple qui a été faite par Christina Romer. Christina Romer était à l'époque, en 2009-2010, présidente du Council of Economic Advisors, et elle a indiqué à l'époque que le choc de 2008-2009, enfin de décembre 2006, enfin, elle a pris une mesure simple, allons-y de manière très simple, elle dit, voilà, entre décembre 2007 et décembre 2008, la richesse des ménages a baissé de 17%, entre décembre 1928 et décembre 1929, cette richesse des ménages a baissé de 3%. Ça veut dire que le choc subi en 2008
était quasiment 5 à 6 fois supérieur à celui de 1929. Mais quand on regardera l'histoire, eh bien, on s'apercevra que finalement le choc a été assez bien amorti, qu'il n'y a pas eu de baisse d'activité profonde, que le taux de chômage n'est pas monté à 25%, comme ça avait été le cas en 30 ou 31, qu'il n'y a pas eu de déflation profonde aux États-Unis, contrairement à ce qui s'était passé à cette époque-là. Et en fait, la raison principale, me semble-t-il, vient de la façon dont Bernanke a géré cette situation. Pourquoi? Parce que si vous avez un jour la curiosité de lire, il a écrit un bouquin qui est une collection d'articles sur la crise des années 30, et ça, plus le bouquin de Friedman et Schwartz sur l'histoire monétaire américaine, et vous apercevez que, et ça tout le monde l'a dit après, que le système s'est bloqué effectivement à l'époque, mais que les politiques budgétaires et monétaires se sont elles-mêmes, ont elles-mêmes contribué à bloquer davantage encore le système. De telle sorte que la politique budgétaire a été plutôt restrictive et la politique monétaire très restrictive en 29-30, avec en plus après, à partir de 30, un blocage des échanges avec l'augmentation des droits de douane. Donc tout a été fait pour créer des situations où durant lesquelles les ajustements macroéconomiques ne pouvaient pas s'opérer. Là, ce qu'a fait Bernanke, et c'est voilà, on regarde de cette situation, et il se dit finalement la meilleure chose à faire, c'est de limiter ce risque de blocage. Donc on sait qu'il a été via, notamment dans ses discussions avec Christina Romer et à la Maison Blanche juste avant, juste avant il avait été aussi à la Maison Blanche, l'idée très simple, c'était de dire, voilà, adoptons des stratégies économiques, monétaires, budgétaires, qui soient le moins contraignants possible. Alors, pour cela, on baisse les taux à zéro, c'est ce qu'il a fait dès début 2009. On accepte la mise en place d'un déficit public considérable, et comme on arrive à zéro, que probablement le taux d'intérêt optimal pour l'économie américaine est en dessous de zéro, eh bien, on continue et on apporte des liquidités. Et ça, cette dimension-là est extrêmement importante. Hein, l'apport de liquidité, ça revient à du QE, quantitative easing. Cette partie-là est extrêmement importante parce qu'en opérant de la sorte, il permet au système de s'ajuster, même s'il a subi des chocs terribles avec Lehman, avec le système a été profondément déstabilisé, rémanence des accumulations d'avant-crise, hein, des déséquilibres qui étaient là. Mais l'objectif, c'était une fois qu'on est sorti une fois que ces chocs ont eu lieu, comment faire pour amortir au mieux, apportant des liquidités. C'est ce qu'a fait la Fed, en disant, de toute façon, plutôt que de concentrer le risque aujourd'hui, dilons-le dans le temps, et la Fed a joué son rôle de prêteur en dernier ressort, de façon extrêmement forte. Et dans un papier récent, Bernanke, on a fêté les 100 ans en 2013 de la Fed, il y avait un papier qui était sorti récemment, où il disait, finalement, l'objectif initial de la Fed en 1913, c'était celui de la stabilité financière. C'est quelque chose que parfois on avait oublié, mais que j'ai essayé de remettre à l'honneur, si je puis dire, lors de cette période de crise. Donc ça, c'est un élément extrêmement important. Et après la difficile période fin 2008, début 2009, durant laquelle on a eu pas mal de faillites bancaires et de choses assez violentes, de Lehman à AIG, à Washington Mutual, etc.
toute une série de systèmes, d'entités financières qui ont été en difficulté ou en défaut, ou qui ont fait faillite carrément. Mais après, les choses se sont stabilisées. Alors il y a eu quelques éléments législatifs sur cette question de régulation, mais clairement, la Fed a joué le rôle de prêteur en dernier ressort et a pris le risque sur ses épaules. Ça, c'est le premier élément, c'est l'apport que Bernanke a pu avoir au regard de son expérience en tant que historien des années 30 et des difficultés qu'il y avait eu à l'époque. Et puis l'autre aspect extrêmement intéressant, c'est son expérience aussi de la crise japonaise. Il avait beaucoup travaillé sur ces questions et il prenait à une époque, hein, au début des années 2000, quand le Japon était dans une période de croissance très médiocre et de déflation, il avait prôné à l'époque la mise en place, la volonté de modifier en profondeur les anticipations des acteurs de l'économie. Il y a quelques papiers qu'il a pu écrire sur ces questions, et on voit bien la façon dont il a raisonné, c'est-à-dire, voilà, l'économie subit un choc, j'essaye de l'amortir au maximum par des apports de liquidité, et dans le même temps, j'essaye d'orienter les anticipations pour qu'on n'ait pas de divergence profonde, pour qu'on retrouve progressivement une allure, hein, c'est de se dire, ben, voilà, je vais réussir, et on va retrouver progressivement une allure de croissance, une inflation qui ne sera pas élevée, etc. Et pour moi, les conférences de presse qu'il a mis en œuvre, qu'il a mis en place il n'y a pas si longtemps que ça, mais il y a quand même 3-4 ans maintenant, ces conférences de presse ont eu comme objectif d'infléchir les anticipations de l'ensemble des acteurs de l'économie. Pas de ne pas rester, comme ça a été le cas au Japon, sur la situation du moment, sans capacité à se projeter dans le temps, mais une possibilité d'infléchir par le raisonnement les anticipations de tous. Les développements qu'il y a eu aussi sur les communiqués de presse à l'issue des réunions du comité de politique monétaire ont été plus longs, plus fouillés, et ça aussi, ce sont des éléments qui ont joué. Voilà. Alors, il y a des choses sur lesquelles... alors, juste une autre remarque, on a souvent indiqué, on a souvent dit, oui, il aurait été peut-être souhaitable de changer les objectifs de la politique monétaire, hein, parce que ça ne correspondait pas forcément, etc. En fait, sa réponse est très simple, c'est de dire, voilà, on est dans une période compliquée, difficile, instable. La Banque centrale, notamment vis-à-vis des investisseurs, a choisi un certain nombre d'instruments. Si au moment où ça ne va pas, elle change aussi ses instruments, elle risque de perturber tout le monde, et ce n'est pas forcément souhaitable. L'autre élément, la remarque qu'on peut faire, c'est de se dire, mais est-ce que finalement, il n'a pas été le déstabilisateur des émergents, parce que ou des marchés, parce que les apports de liquidité qu'il a pu mettre en œuvre, finalement ont profité aux actifs risqués, ont peut-être créé des bulles, et que ces bulles, c'est quelque chose d'embêtant. Alors là, pour moi, c'est un arbitrage très simple. Qu'est-ce qui est le plus important? Est-ce que c'est de faire une bulle sur un marché financier, ou est-ce que c'est de limiter les pertes de niveau de vie en l'occurrence de 400 millions d'Américains? Je crois que l'objectif et l'arbitrage est très simple, et là-dessus Bernanke a été direct en disant que finalement l'activité et cette dimension-là est essentielle, même si on doit éviter de rentrer dans une dynamique de bulle, mais c'est pas ça, à mon sens, l'élément majeur. Et puis le dernier point maintenant, c'est ce qui laisse à Janet Yellen, qui est une situation qui reste malgré tout très compliquée, parce qu'il va falloir qu'elle gère la fin du quantitative easing. Ça devrait aller compte tenu des perspectives de croissance, et il va falloir aussi qu'elle maintienne
à la fois qu'elle maintienne les forward guidance, c'est-à-dire qu'elle réussisse à convaincre les intervenants que les taux d'intérêt resteront bas, que la courbe des taux restera ancrée sur des taux à zéro. Ça va être, ce sera pas forcément très simple. Et puis il y aura ces 4 000 milliards de taille de bilan de la Fed qu'il va falloir gérer dans le temps. La Fed, Bernanke, comme je disais tout à l'heure, a joué le rôle de prêteur en dernier sort, a fait jouer à la Fed le rôle de prêteur en dernier sort, mais il faut maintenant dissiper ce risque dans le temps, et donc voilà cette problématique-là. Alors j'ai une question de Brigitte, ne devrions-nous pas raisonner de la même façon sur le Royaume-Uni? C'est-à-dire, je pige pas le Royaume-Uni joue le rôle de prêteur en dernier sort, si, clairement. Enfin, que la Banque d'Angleterre a joué ce rôle-là, oui, clairement. On a des stratégies qui sont assez proches des États-Unis et du Royaume-Uni là-dessus. Je suis pas sûr qu'on soit très différencié. On a une différence beaucoup plus marquée avec la BCE, par exemple. La BCE qui, depuis un an, maintenant, réduit la taille de son bilan par la fin des opérations de LTRO sans contrepartie. Voilà, ça c'était le premier élément, le maintien d'une politique, Brigitte, je reprends Brigitte, le maintien d'une politique monétaire accommodante encore un moment, en dépit du niveau de chômage qui baisse rapidement. Ça c'est une question que je vais aborder tout à l'heure sur le Royaume-Uni, on en reparlera plus longuement. Alors, plusieurs autres éléments que je voulais évoquer aussi en introduction, comme ça sera fait. Il y a une question sur les niveaux des taux monétaires. On a des taux monétaires qui sont élevés aujourd'hui en Europe, plus élevés que ceux qu'on observait avant les vacances de Noël. Alors plusieurs raisons à cela. Pour moi, une raison majeure, c'est probablement la réduction assez sensible des excès de liquidité. Vous savez, la BCE a une mesure d'excès de liquidité en fonction de ce qu'elle met sur le marché, etc. Et on avait le sentiment que quand on passait en dessous de 200 milliards, et là le BCE disait la même chose, il y aurait probablement des tensions sur le marché monétaire. On est largement en dessous de 200 milliards, et c'est probablement la raison majeure de ces tensions. Alors ça veut dire qu'on doit peut-être s'attendre à soit des apports de liquidité, soit à une situation où la BCE pourrait à nouveau baisser ses taux. Benoît Cœuré l'a évoqué, pourquoi pas à 0,10 par exemple. Donc pour peser clairement sur l'EONIA, si la situation si les apports de liquidité ou la liquidité existante n'est pas suffisante. Parce que le risque, alors quand on gère des actifs comme nous, des taux de l'EONIA plus élevés, c'est bien pour nos clients, pour nous, etc. Simplement, ça se transmet à l'ensemble de la courbe des taux monétaires et aujourd'hui, on ne peut pas se permettre d'avoir des taux d'intérêt élevés. La croissance européenne, même si elle est meilleure, reste fragile. Hein, on sort de récession. Hein, on n'est pas encore sur une allure de croissance extrêmement forte. Et il serait dommageable pour l'économie européenne qu'on ait des taux qui remontent un peu trop vite. Je pense qu'on doit être aussi, comme dans la posture de Bernanke, faciliter les ajustements au mieux et pour cela faire de telle sorte que la contrainte financière soit la plus réduite possible. Donc là, il y a une problématique qui est posée pour la BCE et qui doit trouver un dénouement assez rapide pour éviter qu'il y ait des effets de contagion qui soient pénalisants. Voilà, c'était les deux thèmes que je voulais aborder en introduction. Si on regarde l'économie, quelques mots de conjoncture, parce que le temps passe finalement assez vite, quelques mots de conjoncture, parce qu'il s'est passé des choses. Voilà, premier élément, c'est sur ces indicateurs que j'aime bien regarder,
sur la production industrielle mondiale, sur le commerce mondial. Vous avez les chiffres d'octobre et novembre. Enfin, je calcule l'acquis en fait sur le quatrième trimestre. Et vous voyez que on a des signaux qui décollent enfin. On a un commerce mondial ici en bleu qui progresse au rythme de 8,3% au quatrième trimestre. Hein. Donc c'est quelque chose assez robuste hein, quand on regarde l'historique. Et de ce fait-là, ne soyons pas surpris par l'amélioration qui a été observée sur les indicateurs PMI. En fait, il y a une situation qui est un peu circulaire. On a une amélioration des échanges, donc des échanges principalement sur le secteur manufacturier. Donc on a des indicateurs d'activité sur ce secteur qui s'améliorent, et comme elles s'améliorent, eh bien elles nourrissent aussi des échanges et une dynamique qui se met en place. Et là, on a quelque chose d'un peu plus vertueux, et il est extrêmement intéressant parce que c'est quelque chose sur lequel que j'ai souvent évoqué. L'absence de progression du commerce mondial était quelque chose d'extrêmement handicapant pour l'économie européenne, l'économie globale, même d'une manière générale. Là, les choses commencent à bouger, et c'est plutôt un signal intéressant et fort. Voilà, s'il y avait une chose à retenir dans les graphiques de cette semaine, que je présente cette semaine, c'est celle-ci. Deuxième élément, alors, inquiétude, interrogation sur la Chine. Hein. On a eu les indicateurs PMI, vous avez ici l'indicateur PMI market HSBC pour le secteur privé, et vous voyez qu'on est sur un niveau qui est retombé en dessous de 50. Alors, c'est pas dramatique, mais ce que signifie ce graphique, c'est un peu ce qu'on évoquait la semaine dernière sur le PIB chinois, ce qu'on évoquait sur l'investissement, sur les exportations. C'est-à-dire qu'on regarde les données chinoises, on est sur des rythmes de croissance un peu supérieurs à 7,5, donc il n'y a pas de drame, mais on ne trouve pas de catalyseur capable de changer la tendance. Alors, ça se traduit bien, le gouvernement est content, ça reflète la problématique du rééquilibrage de la croissance, mais c'est une vraie fragilité. Hein, quand on regarde cet indicateur depuis 2012, on a quelque chose qui tourne autour de 50, l'indicateur officiel est à peu près sur les mêmes niveaux, hein, quelques chouilles après. C'est que pour moi l'élément clé, tout à l'heure on parlera des émergents, mais pour moi c'est l'élément clé, c'est-à-dire que quand vous regardez le détail des pays émergents depuis 10 ans, le changement s'est opéré je crois que c'est le 11 décembre 2001, lorsque la Chine a adhéré à l'Organisation mondiale du commerce. À partir de ce moment-là, la situation, l'équilibre global change du tout au tout, et les pays émergents qui agissaient chacun de leur côté, parfois en groupe, hein, avec l'ASEAN, etc., mais avec des moyens de pression quand même assez limités, ces pays émergents se sont retrouvés derrière la locomotive chinoise, qui très vite a pris tout le monde de vitesse, que ce soit les Européens, les Américains ou l'ensemble des pays émergents, pour prendre un poids qu'elles n'avaient pas auparavant. Et donc, ça a tiré l'ensemble des émergents vers le haut. La croissance était très, très robuste, les échanges extrêmement vifs, hein, entre notamment les échanges sud-sud. Il y avait des mouvements extrêmement importants et qui ont commencé à exister. Donc il y a un changement qui s'est opéré. Et puis depuis 2 ans, eh bien cette dynamique-là n'est plus la même. L'effet d'aspiration de l'économie chinoise ne joue plus. Et donc l'ensemble de ces pays émergents se retrouvent un peu coincés entre une situation dont ils rêvaient, c'est-à-dire une amélioration très, très rapide de leur activité et de leur niveau de vie, et une situation où là, ils sont coincés, ils doivent décider par eux-mêmes, et c'est un petit peu compliqué parce que la Chine ne joue plus le même rôle. Donc ayons bien ça en tête, et cette dynamique chinoise
ne va pas spontanément s'améliorer. On voit bien les questions qui sont posées au quotidien sur la Chine. On a une croissance assez lente, et dans le même temps, l'objectif des autorités est de rééquilibrer le système financier. On a un système bancaire qui marche mal, qui est fragile, on a vu avec IBCC ou IBBC, je ne sais plus comment on dit, on a quelque chose d'assez fragile, un secteur donc officiel qui ne va pas bien, et un secteur de l'ombre, shadow banking sector qui va plutôt bien et que la Banque centrale essaye de gérer. Alors, on voit bien la problématique, hein, mettre en place une stratégie visant à rebooster la croissance, pourquoi pas, mais c'est prendre un risque si effectivement le système financier reste fragile. Donc c'est pour ça que pour l'instant, les autorités souhaitent rééquilibrer le système financier, parce que l'objectif ultime, c'est de faire du yuan une monnaie convertible. Et ça passera par un système bancaire beaucoup plus robuste que celui qu'on a aujourd'hui. Et donc c'est pour ça que on ne peut pas spontanément faire l'hypothèse d'une Chine qui va revenir sur le marché, remodifier tout l'ensemble, etc. Non, je pense qu'on doit s'attendre à ce que l'économie chinoise, le temps qu'elle fasse, au moins le temps qu'elle fasse le ménage sur son système bancaire, elle restera sur une impulsion, sur un impact relativement modeste sur l'ensemble de l'activité globale. Alors j'ai une question d'Amandine. La connexion est très mauvaise. Pouvez-vous améliorer la qualité et le volume? Merci d'avance. Ah, je ne sais pas. On augmente le volume ici. Je ne sais pas si c'est meilleur comme ça. Dites-moi. Je suis tout oui, si je puis dire, à vos remarques. Donc voilà, c'est ce que je voulais évoquer sur l'économie chinoise. C'est un point très important. L'équilibre avant 2000, c'était l'Europe, les États-Unis. C'est aujourd'hui l'Europe, les États-Unis et la Chine qui conditionnent les émergents. Les émergents n'ont pas encore d'autonomie suffisamment forte pour trouver une dynamique très robuste. On voit bien depuis 2 ans, depuis que la Chine est moins virulente, si je puis dire, moins active, eh bien on a de vraies interrogations sur l'évolution des économies émergentes, et ça va durer. C'est ça qu'il faut aussi avoir en tête. Juste ici, c'est à très court terme les évolutions de commandes qui restent très fragiles depuis 2 ans maintenant. On a quelque chose qui tourne autour de soit 50 pour les commandes, soit autour de 1 pour le ratio nouvelles commandes sur stock. Donc c'est quelque chose qui est fragile. Juste un graphique sur les États-Unis, j'ai beaucoup parlé de Bernanke. Il y a un point intéressant cette semaine sur l'économie américaine, au moins un. C'est la publication jeudi du PIB américain du 4e trimestre, un chiffre qui sera très fort, probablement au-delà de 3%. Ce sera probablement, moi je pense qu'on sera sur 3,3, 3,4. Il y a des anticipations jusqu'à 4%, donc quelque chose d'assez fort. Alors, on avait vu la semaine dernière, on avait évoqué la demande intérieure, c'est ça qui va tirer l'ensemble. Et donc voilà, alors j'ai mis ce graphique parce que on voit bien que le marché immobilier est un petit peu plus fragile en ce moment, il se cherche un petit peu, mais l'effet richesse qu'il engendre devrait jouer toujours favorablement. Ainsi, vous avez en violet l'évolution des reventes de maisons, c'est-à-dire, alors je prends comme indicateur un truc très lourd, je prends la moyenne des 12 derniers mois que je compare aux 12 mois précédents, donc quelque chose qui est assez, qui n'est pas très volatile a priori. Et puis je l'avance de 9 mois, je l'ai calé comme ça, et vous voyez en bleu il y a l'évolution de la consommation, contribution de la consommation des ménages à la croissance du PIB, et vous voyez que
on a une cohérence assez forte. Et pour moi, l'idée derrière cela, c'est que cette dynamique de l'immobilier traduit une sorte d'effet de richesse, et c'est ça qui me paraît qui est important dans cet indicateur, hein. Ça joue beaucoup moins sur les maisons neuves, mais là on a quelque chose qui reprend bien le cycle, hein, et c'est ça qui nous intéresse. Et là, ça veut dire que le risque de baisse de la consommation est limité. D'ailleurs, on n'y croit pas du tout, puisque moi, je pense qu'on va être plutôt par ici sur la contrib de la consommation. Donc voilà, c'était juste le point que je voulais souligner. Quelques mots sur les chiffres de la zone euro. Donc ici, vous avez l'indicateur PMI, toujours en hausse, mais sur une progression assez limitée du PIB, hein, qu'on pourrait calculer en dessous. Donc on est toujours sur des évolutions modérées. On n'a pas encore retrouvé une allure de croissance très robuste. Néanmoins, les signaux sont plutôt favorables. Quand on regarde le ratio nouvelles commandes sur stock, qui est ici en violet, et puis vous avez sur 3 mois l'évolution de la production industrielle. Vous voyez que ça se cale assez bien. Là, il y a un petit peu de retard, mais depuis 15 ans, les choses marchent plutôt bien. Donc on devrait avoir un support là assez fort sur la production industrielle au sein de la zone euro. C'est quelque chose d'intéressant et d'important, surtout si on a une augmentation des échanges comme on le voyait tout à l'heure. Quand on regarde le détail pour les 3 pays dont on dispose, l'Allemagne s'infléchit un petit peu. Alors c'est un indicateur qui n'est plus publié, que je prends maintenant, que je calcule moi-même, si je puis dire. Vous savez, l'indicateur, on voit bien ce qu'est l'indicateur PMI du secteur manufacturier. C'est un peu de commande, un peu de production, un peu d'emploi, un peu de délai de livraison, un peu de stock. Hein, chacun a une pondération spécifique. Mais quand on regarde l'indice synthétique tel qu'il est vu aujourd'hui, c'est juste une moyenne de la production. Et c'est pas très satisfaisant. Et donc pendant très longtemps, Markit a calculé un indicateur synthétique sur les services qui prenait en compte l'activité, les commandes, l'emploi, et puis il y en a un quatrième dont j'ai oublié le nom. Et donc c'était l'équivalent, le pendant de l'indicateur synthétique du secteur manufacturier. Et on pouvait faire ensuite une moyenne des deux, moyenne pondérée, et c'est ce graphique qui est pris en compte ici, plutôt que simplement la production. C'est un indicateur qui me paraît un petit peu plus précis, mais que Markit, hélas, ne publie plus. Donc il faut refaire les calculs chacun de son côté. C'est un petit peu dommage, mais clairement ça n'a pas eu le succès que souhaité. C'est-à-dire que Markit vendant ces données, eh bien beaucoup de gens ne les ont pas achetées et sont restés sur les données les plus simples qui étaient publiées, ce qui fait que les données un petit peu plus sophistiquées qui étaient dans la base de données de Markit n'étaient pas pris en compte. Enfin, personne ne rebondissait dessus, et donc ils ont arrêté de les calculer. Voilà, c'est pour ça qu'on a cette allure. Mais si on regarde le signal, comme l'indicateur ici continue de progresser, on a probablement des chiffres sur l'Espagne et l'Italie qui sont plutôt bons. L'autre point, zone euro, que je voulais évoquer, c'est l'indicateur de confiance des ménages, que j'ai repris depuis le début, en 85. J'ai mis en moyenne, j'ai centré réduit, donc le 0 est la moyenne historique, et on est revenu ici. Et c'est extrêmement important parce que pour la première fois depuis 2011, début 2000, j'ai un trou, début 2011, on retrouve une allure positive. Et ça c'est essentiel parce que ça veut dire que l'incertitude des ménages s'est réduite de façon significative. Ça veut dire que ces ménages qui ont été au cœur des ajustements macroéconomiques, eh bien, retrouvent un petit peu plus d'espoir, hein, sont un peu moins pessimistes. Ça veut dire que les arbitrages dans le temps seront plus faciles à mettre en place, et ça devrait être quelque chose de plutôt positif pour la consommation, et plutôt positif
pour la mise en œuvre d'une économie plus autonome en Europe, liée davantage à la demande interne. Hein, c'est un point que j'ai souvent abordé, mais qui là, peut-être, trouve des sources. Ici, j'ai mis l'indicateur ZOO, ici en violet, on est au plus haut historique quasiment. Le PIB est en bleu. J'ai pas mis l'IFO, mais ça a à peu près la même allure, qui était sorti hier, mais j'ai pas pris le temps de le faire. Donc on a quelque chose qui est très fort, mais on a un retard quand même assez significatif du PIB par rapport à ces indices. Donc on est dans une phase, pour moi l'interprétation, c'est qu'on est dans une phase plutôt favorable sur l'activité, mais je ne crois pas que l'on suivra le chiffre du ZOO par le PIB, hein, ça ferait monter la croissance à 4 ou 4,5%. Je ne vois pas très bien ce qui justifierait cette situation. Sur la France, deux, trois remarques. Hein, on a eu le droit au French bashing, de dire la France ne va pas bien, les indicateurs, d'ailleurs l'indicateur PMI nous le dit. Quand on regarde les indices ici, vous avez en violet l'évolution de l'INSEE sur le climat des affaires, que je prends en variation sur 3 mois, en différence sur 3 mois, et puis vous avez en bleu l'évolution du PMI Market. Alors, deux choses. La première, c'est que effectivement, on a une situation au mois de janvier qui n'est pas très brillante, mais qui est assez cohérente entre les deux. C'est-à-dire que on n'a pas de... La difficulté aujourd'hui sur l'économie française, c'est qu'on ne semble pas avoir d'accélération très forte. Hein. J'ai du mal à rentrer dans le 0,5% de croissance attendu par la Banque de France sur le dernier trimestre. Mais voilà, c'est en d'autres termes, il n'y a pas une dynamique très forte. On est plutôt follower, hein, on est plutôt suiveur dans la reprise d'activité que leader, et c'est ce que montrent ces indicateurs. Si on prend le secteur manufacturier, vous voyez, on a l'indicateur de l'INSEE qui est ici en violet, c'est le même graphique, hein, mais uniquement centré sur l'industrie et le secteur manufacturier. Vous avez en bleu l'évolution de cet indicateur par market. Et vous voyez que les allures sont assez proches, même s'il y a actuellement des écarts, l'un est plutôt dans un territoire positif, l'autre dans un territoire négatif. Mais ne prenons pas uniquement l'indicateur market comme le seul qui fonctionne bien, mais ceci étant, un niveau de ce type-là n'est pas non plus cohérent avec une croissance explosive. Voilà, ça c'est l'indicateur de l'industrie en niveau, hein, on est revenu sur sa moyenne historique. Donc il n'y a pas on n'est pas forcément en situation de rupture, hein, comme ça a été dit. Et je voudrais juste intervenir sur ce point, sur ces questions de rupture. Parce que quand on regarde l'indicateur market, une des raisons majeures, c'est la faiblesse des demandes, hein, qui explique la faiblesse des commandes, qui explique ce mouvement de repli. Et quand on regarde le détail, eh bien c'est les commandes à l'exportation qui ont baissé en novembre et décembre. Vous voyez, en octobre, les chiffres allemands et français étaient très proches. On a une baisse significative en novembre et décembre, avant de rebondir en janvier. La seule question que j'ai, et sur laquelle je n'ai pas de réponse, c'est pourquoi l'attractivité ou la compétitivité de l'économie française s'est cassé la figure pendant 2 mois. Qu'est-ce qui a changé par rapport à l'économie allemande sur la période? Qu'on progresse moins vite, ce sont des choses qui arrivent, hein. Il peut y avoir des commandes spécifiques, hein. Ici, par exemple, je ne sais pas si c'est passé en Allemagne, mais vous voyez, les deux sont dans le même sens. Là, on est dans des sens opposés. On n'a pas eu, c'est pas un problème de dévaluation, de choses comme ça. Et tous les pays de la zone euro ont été en hausse sur la période. Il y a juste la France qui était en retrait. J'ai toujours pas compris la raison, et c'est pour ça que là, sur la période actuelle, même si c'est un indicateur que j'aime bien, j'ai un doute, une interrogation sur les indicateurs PMI Market, parce que là, il y a quelque chose que je ne comprends pas et que je ne m'explique pas. Si vous avez des réponses, je suis preneur, bien entendu. Ici, vous avez le même graphique que celui qu'on observait tout à l'heure sur la France,
avec le ratio nouvelles commandes sur stock, et puis ouais, un rebond, on est à 1, donc c'est pas encore spectaculaire. Indicateur de confiance des ménages qui est sorti ce matin, qui reste à un très bas niveau, hein, vous le voyez ici, on n'est plus au plus bas, certes, mais on reste quand même un écart type et demi de la moyenne, c'est beaucoup. L'indicateur sur le chômage est ici, en bleu, en échelle inversée. Et ce qui est intéressant, c'est que sur cette période-là, le chômage et l'indicateur de confiance avaient exactement la même allure, hein, une orientation à échelle près. Aujourd'hui, on a des choses très différenciées. C'est-à-dire que peut-être que le chômage est intégré dans la façon de percevoir l'environnement, et que les problématiques qui sont posées aux ménages français ne se limitent plus au chômage, mais peut-être à des problématiques de niveau de vie d'une manière plus générale. Et c'est ce qu'on voit sur ce graphique. Vous avez les perspectives des ménages français, vous avez les perspectives de niveau de vie en France, c'est-à-dire comment je perçois l'évolution de tout le monde au cours des 6 prochains mois, et puis ma situation personnelle en bleu. Alors les deux sont assez bien corrélés, heureusement, mais on voit qu'on reste quand même sur des niveaux assez faibles. Hein, on est loin d'être sur la moyenne de l'indicateur. Donc on voit bien que la problématique d'emploi est toujours importante, mais en même temps, les ménages s'interrogent sur l'évolution de leur pouvoir d'achat, et que pour l'instant, ils ne voient pas ce pouvoir d'achat s'améliorer. Alors, j'ai une question. Est-ce un problème de capacité d'innovation sur les commandes? Non, pas sur 2 mois. C'est ça la difficulté, l'interrogation qu'on a sur 2 mois. Je sais pas ce que c'est. J'ai du mal à comprendre. Alors c'est peut-être lié simplement à un biais d'échantillon, parce que l'échantillon interrogé par Markit est beaucoup plus faible que celui de l'INSEE, donc ça peut jouer. Et dernier point que je voulais souligner, parce qu'on parle de l'économie française, juste sur la note de Moody's, hein, il n'y a pas eu de changement. Moody's, comme tous les autres, s'interroge sur la façon dont l'économie française va pouvoir bouger au cours des prochains mois, hein, puisque le PIB est quasiment stable depuis mars 2011, depuis le T2 2011, et donc la question est de savoir comment cette situation va bouger. On avait déjà évoqué cette question la semaine dernière en parlant des propositions de François Hollande. Voilà, c'est une autre forme, mais la différence entre l'avantage plutôt des agences de notation, c'est qu'elles ont juste besoin de dire il y a qu'à, il faut qu'on, pour donner c'est la solution qu'elles peuvent donner, hein, dire il faut flexibiliser, il faut réduire les impôts, etc. Très bien. Après, comment elles font, comment on fait, c'est une autre question. Alors, hier soir, on a eu les chiffres de l'emploi. On ne va pas rentrer sur la polémique. Est-ce que on est dans une inversion, une stabilisation inversée, ou ce qu'on veut. Ce qu'on observe, c'est qu'on a ici sur le graphique les entrées à Pôle emploi en bleu et les sorties de Pôle emploi en violet. Et donc on est toujours dans une situation où les sorties de Pôle emploi sont quand même très inférieures à celles des entrées. Les entrées sont à peu près stables, les sorties restent à un niveau limité par rapport aux entrées. Donc on est dans cette logique pour l'instant. Alors on constate que les moins de 25 ans, depuis 2 mois, le nombre des moins de 25 ans diminue, mais ça c'est un effet des emplois aidés, et tant mieux, si ça peut permettre d'enclencher des dynamiques. On peut avoir des doutes sur l'enclenchement que ça génère, mais voilà, la problématique elle est là, et tant qu'on n'aura pas d'amélioration de l'activité dans la durée, cette question restera posée, et donc voilà, on va pas forcément plus loin sur cet aspect. Sur l'Angleterre, donc deux, trois chiffres, parce que je vois que le temps file à une allure terrible. Vous avez ici l'évolution du PIB, tel qu'il a été publié ce matin. Donc une croissance de 0,7, ça fait 2,7 en taux annualisé, 2,8 en variation sur un an, 1,9 2012 par rapport à 2013 par rapport à 2012, pardon, et
un niveau de PIB qui reste encore un peu inférieur, c'est ce qu'on voit sur le graphique d'après, un peu inférieur au niveau d'avant-crise. Ici, on a toute la problématique anglaise d'une productivité qui est dégueulasse, disons le mot, avec un emploi qui progresse plus vite que l'activité, et donc des performances de productivité qui sont très faibles. Et donc, il n'est pas surprenant que le pouvoir d'achat des salaires diminue. Alors, la problématique anglaise, on voit ici les chiffres d'emploi avec des emplois à taux plein qui augmentent assez sensiblement. La problématique de la politique monétaire, il est là, hein, on est à 7%, 7,1% de taux de chômage. La Banque d'Angleterre avait dit on regardera, on commencera à s'interroger à 7%. Pour l'instant, la Banque d'Angleterre a dit il faudra que le taux de chômage baisse durablement en dessous de 7 pour qu'on s'interroge. Mais comme leurs anticipations sont celles d'une baisse assez significative du taux de chômage, cette question va être posée, d'où l'interrogation qu'il y a dans les minutes de la BOE. Alors ça ne veut pas dire qu'ils vont le faire tout de suite. Moi, ce qui me paraît important, c'est que en fait, le loup est entré dans la bergerie. On n'est plus dans une phase où on considère que les taux des banques centrales resteront très bas, très longtemps, et qu'il est trop tôt encore pour s'interroger sur un mouvement de hausse. La Banque d'Angleterre dit attention, on pourrait bouger un peu plus vite. Voilà, c'est ça qu'il faut retenir et être attentif à ces problématiques. Alors, sur les émergents, plusieurs choses. Alors, on va regarder trois graphiques. Vous avez ici l'Argentine, le peso argentin, qui depuis quelques jours, quelques semaines, se dégrade très, très rapidement. Vous avez ici c'était la période de la faillite de l'économie argentine, hein, qui a été assez violente, qui ensuite a connu une phase de stabilisation assez marquée, reflet d'un basculement de la production argentine vers le soja notamment, les matières premières agricoles, mais surtout le soja. Comme le prix du soja a monté, finalement l'économie argentine s'en est plutôt bien tirée. Mais on a eu beaucoup d'inflation et la banque centrale argentine a pensé que eh bien, les pressions qu'il y avait sur sa monnaie pourraient être compensées par des interventions sur le marché des changes. Et c'est notamment ce qu'elle a évoqué très, très récemment. Mais globalement, quand vous avez de l'inflation, à un moment donné, il faut déprécier votre monnaie. Hein, c'est juste un rééquilibrage des situations. Et là, clairement, à vouloir jouer contre ces pressions baissières sur la monnaie, liées en grande partie à l'inflation cumulée, eh bien, les réserves de change argentines se sont épuisées. Et la monnaie a continué de se dégrader, comme on le voit sur le graphique, hein, on va jusqu'à hier. Donc voilà, c'est une vraie problématique, c'est une sorte de bras de fer avec les marchés. Mais on voit bien que quand on a de l'inflation, de toute façon, on ne peut pas faire grand-chose. On ne peut pas tenir sa monnaie durablement. Sur la Turquie, on a une dégradation aussi qui reflète, là, me semble-t-il, assez sensiblement les effets de la sortie de Bernanke au mois de mai. La Turquie a un compte extérieur très déficitaire. Et ce compte déficitaire, alors ça pose un certain nombre de problèmes. Hein. Tant que les flux financiers rentrent, ça se passe bien. Quand les flux financiers sortent, c'est un petit peu plus compliqué. Et c'est clairement le cas en Turquie, avec des arbitrages, c'est-à-dire d'abord une situation politique qui est un petit peu compliquée. Hein. On se souvient des situations tendues à l'automne, place taxi, etc. Taxi, donc voilà, on a une situation qui n'est pas forcément très claire sur le plan de la politique, un déficit extérieur qui est important, et puis une banque centrale qui hésite à intervenir, qui hésite à remonter ses taux d'intérêt parce qu'elle se dit que ça pénalisera la croissance.
Et récemment, tout le monde attendait une remontée des taux, ce qu'elle n'a pas fait, et la monnaie a lâché, comme on le voit sur le graphique. Alors ce soir, cet après-midi, il y a une réunion d'urgence de la Banque centrale turque, avec probablement à la clé une remontée très, très rapide des taux d'intérêt. On parle de 225 points de base de remontée, juste pour améliorer, pour donner un gage aux intervenants de marché. Non pas que le marché dirige l'ensemble, c'est que l'économie, la façon dont l'économie turque a été appréhendée ces dernières semaines est une situation qui n'était pas très rationnelle, de dire finalement on va tout faire tenir, et ça n'a pas marché. Et puis l'économie, la roupie indienne, alors vous voyez la rupture à partir de Bernanke, hein, là on le voit de manière très claire, hein, j'ai pris une période un peu plus courte, et puis depuis le mois de septembre, eh bien, une relative stabilité, et Raghu Rajan, le nouveau patron de la banque indienne, a très clairement dit les choses, il a donné une stratégie, c'est ça qui est intéressant. Parce que finalement, la question qui est posée, tout à l'heure je parlais de la Chine, de l'impact de la Chine, tout à l'heure je parlais des flux de capitaux liés à la Fed. Quand la Chine joue plus son rôle, quand les capitaux n'ont plus la même direction, eh bien ces pays se retrouvent un peu coincés, c'est-à-dire que ils avaient été portés par une espèce de tendance commune, et aujourd'hui ils doivent déterminer la façon dont ils vont pouvoir croître de façon autonome. Et donc il n'y a plus cette dynamique commune qui les tirait vers le haut et qui finalement n'était pas très pénalisante en cas d'erreur de politique économique. Aujourd'hui, la politique économique est jugée à l'aune d'une situation qui est moins dynamique, une situation qui s'est fragilisée pour un certain nombre d'entre eux, puisqu'on a vu apparaître avec les sorties de capitaux des déséquilibres extérieurs importants. On le savait tous, mais les flux de capitaux masquaient les difficultés et les difficultés d'ajustement. Et là, voilà, on est dans une phase où on est très attentif à la Turquie, à l'Argentine, à l'Afrique du Sud, à l'Indonésie, parce que ce sont des pays qui ont des déséquilibres, et on attend de voir comment ces déséquilibres vont pouvoir être résorbés. Et on observe aussi que les interrogations sur la Chine, les inquiétudes sur l'activité chinoise ont un rôle non négligeable sur la façon dont ces monnaies et dont ces économies évoluent. C'est ça aujourd'hui l'enjeu. Et on voit bien la problématique telle qu'elle est posée. La reprise d'activité, elle se fait essentiellement dans les pays industrialisés. Les pays émergents sont à la traîne par rapport aux États-Unis ou à l'Europe, même si l'Europe ne va pas très vite. Donc là, il y a un changement d'équilibre, et ce changement d'équilibre, il n'a plus la même forme qu'il y a quelques mois, et c'est ça qu'il convient de conserver à l'esprit aujourd'hui. Voilà, c'est ce point-là. Alors, un autre aspect aussi à souligner, parce que on a vu des mouvements de change, là j'en ai présenté quelques-uns, mais une des problématiques qui était posée, il y a eu un papier très, très récent au mois de novembre, décembre, sur cette question qui est intéressante, qui est de se dire, finalement, si on essaye de définir un taux de change d'équilibre, alors il y a des gens qui travaillent sur ces questions, si on doit définir un taux de change d'équilibre, est-ce que les monnaies, avant l'intervention de Bernanke, par exemple, est-ce que toutes les monnaies étaient à l'équilibre? Est-ce qu'il y avait une situation est-ce qu'on était dans un environnement stable ou pas? Et ce que montre ce papier de Robert Klein, c'est que globalement, il y a un certain nombre de monnaies qui n'étaient pas à l'équilibre, et donc l'intervention de la Fed ou le changement de ton de la Fed
a eu un impact très fort, puisque globalement, en faisant apparaître les déséquilibres extérieurs de chacun de ces pays, eh bien, ils ont donné des signaux assez forts, et les ajustements qu'on a vus sur un certain nombre d'entre eux sont simplement des rééquilibrages et la convergence vers un taux de change plus stable que ce qui était observé. Et donc, de ce point de vue-là, c'est probablement, il y a probablement un caractère salvateur de ces ajustements de change pour que, effectivement, ces pays retrouvent des marges de manœuvre. Mais ça veut dire que il faut prendre conscience du fait que le mouvement de change qu'on subit est plutôt bénéfique, et il faut prendre les mesures pour que, à un moment donné, ce mouvement de change se stabilise. Parce que si on rentre dans une logique d'évaluation systématique, ça peut être extrêmement préoccupant et déstabilisant. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut avoir à l'esprit. On a on a changé de référence, on a changé de modèle pour un grand nombre de pays émergents, et à eux maintenant, chacun d'entre eux, de trouver une stratégie qui lui est propre. Clairement, l'Inde est rentrée dans cette logique, et même ce matin, quand Raghu Rajan dit on remonte les taux de 25 points de base de 7,75 à 8, parce qu'on veut absolument tenir l'inflation, et tenir l'inflation, ça veut dire tenir sa monnaie, et tenir sa monnaie, il dit, ça aura un coût en termes d'activité, mais on est prêt à assumer ce coût, ce que n'a pas fait, par exemple, la Banque centrale turque, par exemple. Donc voilà, ça c'est cette logique-là. Alors, est-ce que c'est dangereux ou pas? C'est ça la question. Est-ce qu'on rentre dans une logique dangereuse ou pas? Je ne crois pas. Tant qu'on est tant qu'on a une économie américaine qui tient plutôt le choc, et c'est le cas aujourd'hui, le risque me paraît extrêmement limité. Le risque de contagion me paraît très, très réduit. Si l'économie américaine rechutait, la problématique serait posée très différemment. Mais pour l'instant, on fait l'hypothèse, on a envie de faire l'hypothèse que la situation américaine va se prolonger, et donc on va avoir toujours des ajustements forts sur les marchés émergents au cours de cette année. Je crois qu'il va falloir être extrêmement attentif dans les processus d'investissement sur ces marchés. Mais globalement, ils reviendront, hein, et moi j'ai pas d'ambiguïté là-dessus, mais voilà, le risque de contagion, qu'on soit pénalisé, me paraît limité, d'autant plus que si on a cette perception, une bonne partie des capitaux sont déjà revenus, et donc l'effet sera assez réduit, c'est-à-dire qu'on pourrait craindre des effets, des mouvements de flux tout à fait spectaculaires qui soient pénalisants, mais ce ne sera pas le cas. Clairement, les situations ont changé et l'équilibre a changé. Donc voilà, moi je ne suis pas inquiet outre mesure. Je ne crois pas qu'on soit à la veille de 1914, comme me le disait Martial Liu ce matin, comme c'était évoqué à Davos, pardon. On est dans une situation où l'équilibre qui s'était sur la première partie des années 2000, qui s'était opéré à la faveur de la Chine et des émergents, est aujourd'hui en train de changer à nouveau au bénéfice des États-Unis et de l'Europe. Ce rééquilibrage était probablement souhaitable, mais ça ne veut pas dire que la situation va être simple ni aux États-Unis ni en Europe, mais surtout qu'on va avoir probablement un peu de volatilité chez les émergents. Voilà ce que je voulais évoquer aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez des questions. J'en ai pas à l'écran. Gwenaël n'en a pas non plus. Eh bien, si telle est la situation, eh bien, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle conférence call. Au revoir à tous.